La grande polémique inquiétante alimentée sur le nouveau code électoral est à la base de cette rencontre organisée par la conférence épiscopale du Bénin, une rencontre qui permettra aux participants de réfléchir dans le sens de l'organisation des élections apaisées en 2026. Le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation, contribution de l'Église à la paix sociale pour des élections véritablement démocratiques en 2026. C'est le thème de ce colloque, une initiative de l'Aumônier national des cadres et personnalités politiques. Le vivre ensemble devrait représenter la fierté et la primauté de toutes les structures, institutions, valeurs et normes de la nation. Le vivre ensemble qui repose sur l'acceptation mutuelle des différences culturelles, ethniques, régionales, religieuses et j'en passe, et sur la justice sociale, est garant de la coexistence pacifique et de la responsabilité de tous dans la construction de la nation. En vous réitérant ma gratitude pour votre présence, je voudrais noter que notre rassemblement est déjà un signe éloquent de cette fraternité que nous voulons sauvegarder et de notre capacité à aller au-delà de tout ce qui peut nous diviser en nous éloignant de nos aspirations profondes et de la mobilisation de nous tous, fils, filles et amis du Bénin, autour des grands chantiers de développement de notre pays. Votre présence constitue une preuve indéniable de notre capacité à consentir à des efforts et des sacrifices susceptibles d'aider le Bénin à sortir ennobli des épreuves socio-politiques et économiques qu'il traverse. La fraternité qui nous rassemble nous permettra à coup sûr de répondre, si nous y croyons, aux défis sociaux, politiques et économiques que connaît notre pays. Face à tout problème de construction nationale, nous pouvons trouver en elle les ressources pour des solutions durables. Cette démarche de l'Église est diversement appréciée par l'opinion publique. Pour certains, l'Église doit rester loin de la chose publique. Par contre, d'autres estiment que la démarche est salutaire. Ce que je retiens, c'est que tout est encore possible pour permettre que les élections générales de 2026 se passent dans de très bonnes conditions. Tout est possible parce que quand l'Église s'y met, c'est que c'est le pays qui est là. Et l'Église, quoi qu'on dise, ne prend jamais parti pour tel ou tel. Mais quand tout ne va pas dans un pays, c'est encore l'Église, c'est les confessions religieuses qui sont les derniers recours. C'est lors des élections qu'on constate la participation massive du peuple, de la population. Et si l'élection n'est pas bien organisée, si l'élection n'est pas bien structurée, ça peut être un scandale. Ça peut être source de la violence. Et c'est pour cela que je tiens sincèrement à remercier le clergé catholique et toutes les confessions religieuses parce que à ces colloques, nous avons vu les musulmans, nous avons vu les évangélistes, nous avons vu tous les protestants. Donc nous remercions la communauté religieuse qui essaie de faire son travail. Et j'invite le peuple béninois aussi à se concerter pour qu'ensemble nous pouvons faire une relecture positive plutôt de ce code. Pour rappel, l'Église catholique a joué dans l'histoire politique du Bénin un rôle déterminant pour la concrétisation de la paix, de l'unité nationale et la cohésion sociale. À travers le dialogue, elle veut procéder par les mêmes démarches pour la décrispation de la crise politique. Vous savez bien aujourd'hui, la répression du code de la route est le principal ordre du jour de notre point de presse. L'Association des journalistes spécialistes des questions de défense et de sécurité dans son rôle d'interface entre les forces de sécurité et les populations invite ces dernières à prendre la pleine mesure de cette répression
qui n'a pour seul et unique objectif que de protéger chacune de nos vies. Nous ne voudrions pas citer les conséquences incalculables des accidents de la route. À la Direction générale de la police républicaine, nous voudrions, après avoir reconnu et salué à leur juste mesure les mesures fortes prises contre certains de ces agents, suggérer de prendre davantage de dispositions pour que cessent les dérives constatées ça et là et qui ne sont pas de nature à permettre un vivre ensemble harmonieux. Au gouvernement, nous voudrions exprimer nos sincères gratitudes pour les mesures d'assouplissement prises par la réduction de moitié des pénalités de contravention au port de casque et demander humblement d'implémenter d'autres mesures incitatives à un accès plus facile des motocyclistes aux casques de qualité. À vous, nos frères et sœurs, confrères des médias, nous vous invitons à un sens aigu de responsabilité dans le traitement des informations, surtout relatives à la répression pour nos ports de casque dans notre pays. Aux uns et aux autres, enfin, nous en appelons au renforcement de la sensibilisation et au respect du code de la route en vue d'une plus grande conscience de la protection de chacune de nos vies. Les fonctionnaires de police ne font que nous accompagner dans ce rôle et nous les invitons aussi à plus de professionnalisme et d'humanisme. Nous allons nous retrouver régulièrement pour les rendez-vous médiatiques. Nous allons reprendre de plus belle. Nous allons discuter des problèmes de sécurité de notre pays et pourquoi pas aider le peuple béninois à connaître la sécurité et la sécurité les plus proches. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, dit-on. L'éducation de l'enfant, c'est à la fois tout lui donner pour son épanouissement. Il existe plusieurs moyens pour assurer une bonne éducation. Pour éduquer un enfant, on a beaucoup de méthodes pour une bonne éducation. Mais je pourrais dire que la première manière pour bien éduquer son enfant est basée sur la communication. La communication, cela voudra dire que quoi? J'aime mon enfant, je veux éduquer mon enfant. Je dois apprendre à passer du temps avec mon enfant. Je dois apprendre à l'écouter. Je dois apprendre à faire un dialogue à des moments donnés avec mon enfant. Un parent qui n'a pas l'habitude d'accorder du temps avec à son enfant, qui ne discute pas avec son enfant, il sera difficile à ce parent de contrôler son enfant. Vous voyez? Donc il sera vraiment difficile à ce parent de contrôler son enfant. Donc cela voudra dire que pour bien éduquer son enfant, il faut d'abord qu'il y ait la communication entre le parent et l'enfant. Qu'il y ait des temps d'échange entre le parent et son enfant. Le parent doit apprendre à écouter son enfant. Vous voyez? Donc de nos jours, on a des parents qui sont vraiment, on a besoin de l'argent, on doit chercher de l'argent. Et on a des parents qui sont tellement concentrés sur le travail, le boulot et consorts et qui ne trouvent pas du temps pour passer avec les enfants. Ce sont ces enfants qui, malgré que les parents sont bien éduqués, mais ces enfants ne reçoivent pas l'éducation idéale pour pouvoir savoir vivre dans la société. La fessée, la chicotte, les coups sont des actes parfois commis contre les enfants dans le but de leur inculquer un savoir-faire. Des faits et gestes qui ne sont pas forcément une option idéale dans le processus éducatif des enfants. Très souvent, on a tendance à éduquer les enfants avec le châtiment corporel, par exemple. On a tendance à éduquer nos enfants lorsque je lui dis une telle chose, une fois, deux fois, il ne respecte pas. On fait recours au châtiment corporel. Mais on oublie très souvent que le châtiment corporel n'est pas un moyen idéal, n'est pas le moyen idéal pour éduquer son enfant. Alors il faut fixer des règles claires, c'est-à-dire des interdits, mais des interdits clairs. Il ne faut pas fixer des interdits qui dépassent les capacités de l'enfant. Les interdits clairs, les choses que l'enfant peut faire. Il faut apprendre à l'enfant ce qu'on attend de lui au fait. Donc il faut garder d'abord que quoi? Il n'y a jamais un mauvais enfant. Il n'y a pas de mauvais enfants.
Mais il y a des mauvais comportements. Un enfant peut avoir des mauvais comportements, mais l'enfant n'est jamais une mauvaise personne. Donc on a tendance à dire que l'enfant, il est un mauvais garçon, il est une mauvaise fille. Mais c'est le contraire. Il a des mauvais comportements. Il faut chercher maintenant comment faire pour pouvoir arracher ces mauvais comportements de cet enfant. C'est ce qui nous manque. Les parents ont tendance à classer automatiquement ces enfants comme ça. Comme il a ces comportements, il est un mauvais garçon, il est une mauvaise fille. Et on cherche des moyens maintenant pour pouvoir le ramener à l'ordre en faisant l'usage du châtiment corporel. Sans oublier que cet enfant qui est en train de subir le châtiment corporel va finalement commencer par te détester. C'est ça qui crée les cas de délinquants qu'on a de nos jours. Il y a des personnes qui n'ont pas vécu l'amour parce que le parent est tellement dur à la maison. Moi, j'ai c'est le bâton. Et ces enfants grandissent avec la rancune dans leur cœur. Ce qui fait que demain, ce qu'ils vont développer dans leur foyer demain, c'est le châtiment corporel. Éduquer un enfant afin d'en faire un homme n'est pas une tâche aisée pour les parents. Juras Badonou prodigue ici quelques conseils. Pour mes chers parents, je pourrais dire que l'éducation de l'enfant, l'éducation des enfants, c'est une chose très très importante. Lorsque l'enfant rate son éducation, ça va agir sur lui dans la vie future. Maintenant, il faut s'assurer que l'enfant a réussi son éducation. Lorsque j'ai un enfant qui développe de bons comportements, je peux dire que j'ai réussi l'éducation de cet enfant. Maintenant, lorsque mon enfant développe de mauvais comportements, je peux totalement conclure que je n'ai pas réussi l'éducation de mon enfant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Première des choses qu'il faut faire, il faut trouver du temps à passer avec ses enfants. Deuxième chose, il faut faire quoi? Il faut trouver des moyens de distraction créative pour les enfants. Éduquer un enfant exige des valeurs éthiques et morales, un savoir-faire dont doivent faire preuve les parents pour assurer un devenir meilleur pour leurs enfants. Le Togo se rend aux urnes lundi pour des législatives qui font suite à une série de répressions contre les manifestations de l'opposition et à l'adoption d'une nouvelle constitution controversée qui pourrait permettre au président de rester indéfiniment au pouvoir. Le parti de Faure Gnassingbé, majoritaire au Parlement, a fait adopter une constitution que Gnassingbé lui-même n'a pas encore signée. Elle prévoirait que le Parlement choisisse le président au lieu d'un vote direct par le peuple. La mesure a été taxée d'antidémocratique par des organisations de la société civile et des partisans de l'opposition car elle permettrait au président de rester au pouvoir indéfiniment. Les manifestations de l'opposition ont été réprimées, les journalistes étrangers interdits de couvrir l'élection et l'Église catholique est privée de son rôle d'observateur. Le vote de lundi donnerait à l'opposition une chance de remporter davantage de sièges au Parlement, ce qui leur concéderait plus de poids sur les changements de politique majeurs, comme l'adoption d'une nouvelle constitution. Mais si le président Gnassingbé approuvait les changements constitutionnels avant le scrutin de lundi, quel que soit le nouveau Parlement désigné après le vote, il n'aura plus son mot à dire. Le président Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir en 2005 après la mort de son père. La famille dirige le pays ouest-africain depuis 6 décennies, ce qui en fait l'une des familles restées le plus longtemps au pouvoir en Afrique. Des minerais de son se trouvent-ils dans les produits fabriqués par Apple? C'est ce que soupçonnent les autorités de la RDC. Elles accusent le géant américain du numérique d'utiliser des minerais exploités illégalement sur leur territoire par des groupes armés soutenus par le Rwanda. Kinshasa s'est donc attaché les services de 2 cabinets d'avocats dans les litiges concernant des individus et des entreprises impliqués dans la chaîne d'extraction, d'approvisionnement et de commercialisation de ressources naturelles et de minerais pillés en RDC. Ces conseils ont écrit au patron de la marque à la pomme. Ils demandent des explications sur l'origine de minerais utilisés par sa société. Un courrier a aussi été envoyé aux filiales françaises. Apple dit vérifier l'origine des minerais utilisés dans la fabrication de ces produits. Mais pour les avocats congolais, cette affirmation ne repose sur aucune preuve concrète et vérifiable. Ils attendent donc d'Apple des réponses dans 3 semaines. La RDC est le premier producteur mondial de cobalt.
Glissement de terrain, pluie torrentielle. Au Kenya, 35 personnes sont mortes depuis la mi-mars dans des inondations qui ont touché plus de 100 000 personnes, selon les Nations Unies. Dans la capitale kenyane, les habitants vivent un cauchemar éveillé alors que les fortes pluies continuent de frapper le Kenya. Les inondations ont fait des victimes, inondé des maisons et causé d'importants dégâts matériels. Des maisons ont été emportées et des gens sont morts. Jusqu'à présent, ils ont sorti environ 6 personnes de l'eau. Le gouvernement devrait venir nous aider. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'endroit où dormir et certains enfants ont été emportés par les eaux. Nous n'avons jamais été témoins d'une telle catastrophe. Des maisons ont été emportées, des gens sont morts et d'autres sont perdus. Je le dis au gouvernement, il y a des gens qui ne savent pas où ils vont dormir aujourd'hui, ce qu'ils vont manger et il n'y a pas d'abri. Nous demandons au gouvernement de nous aider. De nombreuses maisons ont été détruites par le débordement de la rivière et plus de 40 000 personnes ont été déplacées dans le pays depuis le début de la saison des pluies, en mars, selon l'ONU. Le Premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa a annoncé ce jeudi que les inondations causées par les pluies diluviennes ont tué au moins 155 personnes et fait plus de 200 000 sinistrés à travers la Tanzanie, soit plus du double du nombre de morts rapportés il y a 2 semaines alors que les précipitations augmentent, en particulier dans la région côtière et dans la capitale Dar es Salaam. Plus de 50 000 foyers ont été touchés et des centaines de personnes ont été blessées. Selon le chef du gouvernement tanzanien, ce cataclysme serait dû au phénomène climatique El Niño qui aurait aggravé la saison des pluies en cours, provoquant des inondations, des glissements de terrain et détruisant les routes, les ponts et les voies ferrées. Les écoles inondées ont été fermées et les services d'urgence sont mobilisés pour secourir les personnes bloquées par les eaux. Les autorités tanzaniennes ont conseillé aux personnes vivant dans des zones de faible altitude d'évacuer et de se réfugier sur des terrains plus élevés. Le Premier ministre a exhorté les responsables du district à acheminer rapidement des vivres aux sinistrés. Plusieurs pays d'Afrique de l'Est, dont le Kenya et le Burundi, sont frappés ces dernières semaines par des précipitations supérieures à la normale. Face à l'inquiétude croissante d'une attaque de l'armée israélienne à Rafah, le président égyptien a réitéré jeudi son opposition à cette initiative. Abdel Fattah al-Sisi redoute en particulier l'arrivée massive de Palestiniens sur son territoire, la ville à la frontière égyptienne abritant au moins 1 million de Palestiniens. Depuis les développements dont la région a été témoin au cours des derniers mois et la guerre israélienne contre la bande de Gaza, la position égyptienne a été dès le premier instant de rejeter complètement tout déplacement des Palestiniens de leur terre vers le Sinaï ou tout autre endroit afin de protéger la cause palestinienne de la liquidation et de défendre la sécurité nationale de l'Égypte. Les États-Unis, fidèles alliés d'Israël, ont aussi exprimé leur opposition à l'invasion de Rafah au regard des risques de catastrophes humanitaires. Abdel Fattah al-Sisi appelle à un cessez-le-feu. Notre détermination à œuvrer largement pour parvenir à un cessez-le-feu et à assurer l'accès de l'aide humanitaire, ainsi que nos efforts pour établir l'État palestinien indépendant et souverain, afin que les Palestiniens obtiennent leurs droits légitimes, reste inébranlable. Mais Israël reste convaincu que les responsables du Hamas se cacheraient dans un réseau de tunnels de Rafah avec des otages comme boucliers humains. Le décret du 13 novembre 2006. Suite à la démission officielle du Premier ministre haïtien Ariel Henry, le Conseil présidentiel de transition du pays plongé dans le chaos a prêté serment jeudi. La cérémonie s'est déroulée dans un premier temps au palais présidentiel, puis au bureau du Premier ministre, connu sous le nom de Villa d'accueil, en présence de représentants du corps diplomatique et de la société civile. Aujourd'hui est donc un jour important dans la vie de notre chère République. Ce jour, en effet, ouvre la perspective d'une solution dont l'objectif fondamental, faut-il le rappeler, est d'adresser la crise multidimensionnelle que connaît le pays en vue d'arriver à un dénouement définitif.
Composé de 9 membres, le Conseil a été mis en place par la communauté des Caraïbes pour faire face à la crise haïtienne. Il désignera une commission électorale provisoire et établira un Conseil national de sécurité. Le président français Emmanuel Macron a participé mercredi à un match de football caritatif au stade Bernard Giroux en banlieue parisienne. Ce match de gala a permis de récolter 57 500 € pour l'opération Pièce jaune, une fondation française qui se consacre à l'amélioration des conditions de vie des enfants et des adolescents hospitalisés. L'ancien entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, était à la tête de l'équipe des Rouges, tandis que celle des Blancs était dirigée par le journaliste français Jacques Vendroux. L'équipe de Vendroux, composée de Macron et de vétérans du football français tels que Didier Deschamps, Laurent Blanc, Robert Pires ou encore Didier Drogba, s'est imposée par 5-3. Ce match a été l'occasion pour l'ancien champion du monde 98 Robert Pires de s'illustrer en marquant un triplé. L'ancien entraîneur de l'OM et de Lyon, Rudy Garcia, a inscrit un 4e but avant que Pires ne soit victime d'une faute en seconde mi-temps et que Macron ne marque un pénalty avec l'aide d'un gardien de but adverse plutôt généreux. En Égypte, les représentants de la Ligue arabe ont tenu une réunion d'urgence au Caire mercredi pour discuter de la guerre à Gaza et de la crise humanitaire qui sévit dans la région. Cette réunion intervient après que les États-Unis aient opposé leur veto à une résolution qui aurait ouvert la voie à l'adhésion à part entière de la Palestine aux Nations Unies. Nous devons souligner que l'échec du Conseil de sécurité à adopter une décision acceptant l'adhésion à part entière de l'État palestinien aux Nations Unies est regrettable et décevant, car il ne va pas dans le sens des initiatives favorisant une solution à 2 États. Mesdames et messieurs, les événements actuels et les développements en cours ont prouvé que, dans le cas palestinien, il n'y a pas d'alternative pour une solution politique durable qui garantisse tous ses droits légitimes au peuple palestinien et la reconnaissance de son État indépendant selon les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Le Conseil de sécurité, qui compte 15 membres, a voté par 12 voix en faveur de la résolution, les États-Unis s'y opposant et 2 abstentions, celles du Royaume-Uni et de la Suisse.